J'ai quitté Louis le Grand, j'ai renoncé à la prépa et aux grandes écoles, tout ça, pour venir ici, être avec mon peuple et devenir, par la providence et par la Gashgacha d'Akadosh Baruch Hu, devenir vraiment acteur de l'histoire. De fil en aiguille, je me suis retrouvé dans des processus si intéressants, si critiques pour Israël, avec des postes à responsabilité. Et je voulais partager. On peut arriver ici et d'avoir vraiment son poste et son rôle. Avi Louski, bonjour. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir au sein de Rechef, une société voilà, spécialisée dans l'armement, dont vous êtes le vice-président depuis 2 ans. C'est ça. Vous avez fait des tas de choses, c'est une société dont on a énormément entendu parler depuis le début de la guerre. Vous avez une alia incroyable, c'est pour ça qu'on voulait vraiment vous donner la parole. Vous êtes arrivé il y a combien de temps en Israël? Alors moi j'ai débarqué en Israël il y a 26 ans et j'ai commencé mes études au Technion, dans un parcours de mathématiques physiques. Puis j'ai intégré l'armée, les unités technologiques de l'armée. Et je suis resté une petite période à l'armée, on va dire, à peu près 13 ans. Et ensuite, je suis rentré dans la high-tech, dans le monde professionnel. C'était au programme, ce parcours militaire, parce que c'est quand même assez rare, 13 ans d'armée. C'était ça votre objectif quand vous avez fait votre alia, ou c'est un hasard de la vie? En fait, quand je suis venu, j'avais tellement d'idéologie, tellement de motivation. J'avais toujours un rapport à la défense, une volonté comme ça interne de donner ma contribution à la défense d'Israël. Donc à une époque, je voulais être pilote de chasse. Ensuite, quand j'ai compris que ça ne pouvait pas le faire, que j'étais au Technion, je me suis dit que je vais donner ma contribution dans la technologie, où sont mes atouts. Donc comment je vais essayer d'aider les militaires au niveau technologique. Donc c'est ça qui m'a donné la motivation. Et quand je suis rentré à l'armée, c'est devenu en fait naturel. Naturellement, je suis resté tant que c'était intéressant, tant que je sentais vraiment que je participais de manière directe à la défense d'Israël, je suis resté. Puis j'ai parcouru les échelons, j'ai reçu mes grades d'officier, etc. Voilà. Alors, participer à la défense d'Israël, nous qui sommes citoyens israéliens, on a vu les avancées technologiques, les créations incroyables qui nous ont protégés, je pense notamment au dôme de fer. Vous avez participé à toutes ces créations technologiques? En fait, assez jeune, et c'était impressionnant pour moi. Je me suis retrouvé au cœur de beaucoup de processus qui étaient essentiels au niveau technologique et au niveau de défense. Un des projets, c'était le dôme de fer, où j'étais vraiment au début des tables rondes quand on a pris les décisions de partir et de commencer avec ce projet. Un autre projet dont on a beaucoup entendu parler aussi, c'est Trophy. C'est un système sur les véhicules, qui est installé sur les véhicules qui protège contre les missiles anti-chars, Meil Roach en hébreu, donc ça aussi. Et aussi beaucoup de projets dont je ne peux pas trop parler aujourd'hui. Alors, quand on parle du dôme de fer, parce que c'est ça qui quand même nous a épargné de nombreuses vies en Israël. C'était vraiment une bénédiction pour l'État d'Israël. Donc vous avez participé, vous avez vu le processus, comment on a accepté de faire un projet pareil, et vous avez participé aussi de façon technologique. Voilà, on avait au début plusieurs candidats qui sont venus, qui nous ont proposé plusieurs technologies, avec des approches différentes. Et en fait, on a comparé tous les critères technologiques, les critères de prix, les critères de faisabilité. Est-ce que telle ou telle société peut vraiment arriver à parvenir à développer un système d'une telle complexité dans un temps record? Tout le monde y croyait sur le papier. Mais en fait, en Israël, on a l'habitude les industries sont toujours sous challenge. Donc ils ont toujours le drive et la motivation et les têtes chercheuses de faire des choses impossibles. Donc on se regardait tous et on se disait ça va être dur, mais on va réussir, on va y parvenir. Ouais, on était convaincus. Qu'est-ce que vous ressentiez, parce que vous étiez somme toute assez jeune, au lait de France, de vous retrouver au cœur du processus décisionnel de l'État d'Israël, de la protection d'Israël? Ouais, c'était une shlichut, une responsabilité. Une grande responsabilité, mais je pense que j'en ai parlé aussi à l'époque avec mes chefs, mes commandants. On a compris qu'on faisait partie d'un processus qui était essentiel, qui était vraiment vital à Israël. Donc on a compris la grandeur du moment. Ouais, on était vraiment avec les émotions et avec la responsabilité, avec le sérieux qu'il fallait. Vous vous souvenez d'anecdotes qui se sont passées? J'imagine qu'il y a dû y en avoir énormément à cette époque-là.
Et il y a eu beaucoup d'anecdotes dans beaucoup de projets. Il y a eu des anecdotes assez impressionnante. C'était une des expériences qu'on a fait dans le sud. C'est la première fois qu'on a testé le dôme de fer avec 2 menaces en parallèle. Et donc il y a eu 2 missiles qui sont sortis du dôme de fer. Et à la fin, en fait, chaque missile a réussi à attraper, et à faire exploser la menace. Et quand on a regardé avec les ingénieurs de Rafael à l'époque dans le ciel, on a vu vraiment une Tsora, une forme de la lettre Yud. De la lettre Mamash, comme un Sofer Stam qui a écrit la lettre Yud. J'ai gardé d'ailleurs la photo. Tout le monde applaudit parce que bon, on a réussi, c'est génial. Mais j'ai dit au chef de projet, tu vois ce que je vois? Il m'a dit Marabou Maasecha Hachem. Il m'a dit, regarde Akadosh Baruch Hu, quel miracle il nous fait. Ça veut dire que c'est pas seulement les efforts humains, mais c'est aussi la Siyata d'Ishmael d'Akadosh Baruch Hu qui nous a porté, qui nous a fait réussir le projet. Vous le sentiez ça dans votre travail quotidien, qu'il y avait quelque chose de plus? Ouais, moi quand j'ai vu les choses avancer, les différentes expériences, que ce soit au début en laboratoire, en simulation, après sur le terrain, c'est sûr que c'était, on avait vraiment le pressentiment que c'était Mouchgar, il y a une providence qui était avec nous, Akadosh Baruch Hu était avec nous. Moi, je sentais, et chaque fois, j'essayais aussi de le montrer à mes collègues. Oui, parce que tout le monde n'a pas de kippa, j'imagine, dans ce voilà, genre de travail. Voilà. Et puis tout le monde ne ressentait peut-être pas la même chose que vous, mais en tout cas, pour certains, c'était évident. Vraiment. Et j'imagine qu'il y a d'autres choses qui vous sont arrivées dans le travail. Oui, beaucoup. Quand j'étais dans le cours d'officier, c'était à l'époque le Mifta, l'opération de Chomat Magen. Donc on a été pris là-bas dans des endroits assez dangereux. Donc mes parents ne savaient pas. J'étais à Shrem, à Jérusalem-Est, dans plusieurs endroits, pour protéger, faire des vérifications, etc. Et à un certain moment, il y a un général haut placé, haut gradé qui arrive et qui commence à... Il parlait aux soldats, il parlait aux jeunes officiers. Il m'a demandé comment je m'appelle, d'où je viens. Je lui ai dit que je suis Oleh Hadash, nouvel immigrant de France. Et bon, il a tout de suite accroché, il m'a demandé ce que faisaient mes parents, on a commencé à discuter. C'était juste avant Pessah, juste avant la fête de Pessah. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu fais pour le Leil HaSeder? J'ai dit, écoute, je pense que soit je vais être à la base, soit je vais essayer d'être chez la famille éloignée que j'ai. Et il m'a dit, écoute, j'ai un programme pour toi. Il y a un donateur qui a financé tout le Leil HaSeder dans l'hôtel Intercontinental à Tel Aviv. Et tu vas être invité d'honneur, tu vas être là-bas avec lui. C'est un donateur français. Voilà. Et tu vas passer, on va te donner des vacances 4 jours du cours d'officier et tu vas aller là-bas. Incroyable. Incroyable, Ashgar. Donc je me suis retrouvé là-bas, j'ai sauté sur le matelas intercontinental comme ça, de Jenny, je suis arrivé de Jérusalem-Est dans l'hôtel avec... et le donateur a dit tout ce que les jeunes vous demandent, vous faites. C'est-à-dire ils veulent des gâteaux, ce que vous voulez, vous prenez, faites comme chez vous. Et de plus est, il cherchait un traducteur en français parce que j'étais le seul francophone. Du coup, il y avait beaucoup de Russes, des Éthiopiens et tout ça, mais j'étais le seul francophone. Et donc j'étais pendant presque toute la fête à côté du donateur en traduisant au rabbanim, au mefagdim, au commandant et tout ça, en faisant la traduction. C'est un beau souvenir? Très beau souvenir, ouais, vraiment. Je suis revenu avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et j'ai senti qu'on nous soutenait, quoi. J'étais pas seul. C'était difficile de s'intégrer justement, voilà, c'est un monde nouveau, l'armée, c'est une autre façon de fonctionner. Vous avez trouvé, j'imagine, autour de vous des gens très différents? Oui, il y avait effectivement des gens de différents âges, différents horizons. Tout le monde se retrouve au bout du compte sur le même, il concourt pour arriver au résultat de la défense d'Israël. Et j'ai appris beaucoup de chacun. Dans ma vision des choses, j'essaie d'apprendre. Il y avait l'ivrite, l'hébreu, c'était aussi un challenge parce qu'il fallait écrire des documents complexes, techniques. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Il faut poser des questions, il ne faut pas prendre les choses pour acquises. Donc j'ai travaillé dur, ouais, j'étais pas marié à l'époque, donc c'était plus simple. Célibataire, je travaillais jusqu'à des heures tardives. Et après, je m'asseyais avec le commandant, on passait sur le document et petit à petit, j'ai commencé à devenir aussi indépendant au niveau de ce travail-là. Et bon, Hachem, aujourd'hui, je peux apprendre à d'autres personnes comment le faire.
Ouais. On peut dire que vous avez fait une petite carrière militaire, on peut dire ça comme ça. Avec tout ce qu'on a traversé depuis le 7 octobre, comment vous avez vécu les événements et où vous vous trouviez à ce moment-là? J'ai fait 12 ans, 13 ans d'armée. Je suis sorti officier avec Raf Seren, majeur. Et après, j'ai continué en Milouim. Jusqu'à maintenant, je fais des Milouim. Le 8 octobre, j'étais appelé pour les Milouim en tant que réserviste. Dans les Milouim, je suis responsable de 40 soldats. On dispatche des munitions aux soldats. Ce qui est étrange, c'est que le 7 octobre, en fait, c'était Simchat Torah. On a été invités de manière exceptionnelle par l'armée en tant que réserviste avec nos familles pour faire, dans un village de vacances, faire la fin de la semaine, le Shishi Shabbat et Simchat Torah ensemble. Et le matin, pendant la tfila du matin, parce qu'il y a des gens qui sont encore qui sont actifs à l'armée, donc ils ont le beeper avec eux, ils ont les téléphones, hein, même pendant la tfila, pendant la fête. On a commencé à recevoir des messages, on a compris très rapidement qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe. Et il y a des gens qui ont été tout de suite réquisitionnés, appelés, ils sont partis sur le moment. Mais ça a pris du temps jusqu'à ce que l'image se forme et qu'on comprenne, parce que c'était assez chaotique. On a commencé à parler, on a commencé à s'organiser. Il y avait des gens aussi là-bas, des commandants, donc des gens de plus haut gradé. Ils nous ont donné des recommandations, des explications. Et ce qui va advenir de nous dans les prochains jours. Et donc on a gagné du temps et on s'est organisé, on a commencé à s'organiser. Et vraiment le jour d'après, on a déjà été convoqués, on a pris les madim, on a quitté nos familles pour aller faire les Milouim. Vous attendiez à quelque chose comme ça en Israël? Vous pensiez que ça pouvait arriver? Moi je pensais que ça pouvait arriver. Nous au Technion, on a... Même au niveau communautaire, on a beaucoup été aidé par la Keila, la communauté du Rav Zini, et beaucoup dans son approche et dans ses discours, tu sais, il parlait de scénarios comme ça. Donc moi, c'est pas la première fois que je rencontre ces principes que nos ennemis ont et la barbarie, le degré de barbarie à laquelle ils peuvent arriver. C'est pas quelque chose qui m'a tellement surpris. Vous êtes aujourd'hui, on va dire, numéro 2 de cette boîte Rechef que les gens ne connaissent pas forcément et qui, on va dire, est au cœur de la nouvelle destinée d'Israël. C'est au cœur de cette guerre, en fait. Oui, si la société, elle travaillait de manière intermittente avec des quantités assez petites de fusées qu'on développe. Comme l'usine est à Sderot, donc ça a mis du temps avant de reprendre, mais 2 mois après le début de la guerre, déjà on a repris, on a commencé les productions. On a reçu aussi des commandes, plus de 300 millions de shekels de commandes de systèmes d'obus. C'est ça, c'est ce qu'on voit à côté de vous? Oui, ce qu'on voit, c'est la fusée. C'est ce qui permet à l'obus de s'exploser au bon moment et de manière fiable et sûre. Et c'est un système 100% israélien? Toute la technologie a été développée depuis des dizaines d'années en Israël. Alors, il y a de la mécanique, il y a de la programmation, il y a des cartes électroniques. Il y a beaucoup de... Disons que c'est un système très complexe et très ramassé, très embarqué, très petit. Voilà, on a des soldats qui sont au front à Gaza et qui dédicacent parfois des obus. C'est de ça qu'on parle, c'est vos armes? Alors nous, c'est une partie de l'obus en fait, mais le principe, le gros du produit explosif, du matériel explosif, il vient après. Okay. Donc on visse en fait la fusée sur l'obus même, et souvent sur l'obus, on écrit, les gens écrivent des dédicaces ou des messages qui expriment leur volonté d'agir. Alors, ce qui est incroyable, c'est vous parliez de cette usine qui est à Sderot. Donc, non seulement vous avez eu le côté militaire, mais aussi vous avez vu la détresse de la ville, de la population. Comment vous avez vécu tout ça? Très vite, les gens, les employés, ils ont été dispatchés dans les hôtels à Tel Aviv, à Jérusalem ou à Netanya. Et donc, l'usine s'est trouvée complètement vide. On était en contact le jour avec les employés pour essayer de comprendre chacun où ça l'a attrapé. Il y en a qui
qui étaient à la synagogue. Il y a eu même une employée qui était à l'époque, il y a quelques années, à Rechef, qui n'est plus à Rechef aujourd'hui, mais qui s'est enfui le jour du 7 octobre et qui n'est plus parmi nous. Et bon, chacun avec son histoire, chacun avec son histoire personnelle. Et c'est complexe. On a dû les rassurer parce que bon, au début, du moins, il y avait encore des tirs. Il y avait encore des tirs de roquettes. Donc au début, c'était les plus courageux, on va dire, qui voulaient vraiment agir et faire quelque chose pour donner leur contribution aussi à l'effort militaire. Donc eux, ils étaient volontaires. C'était le premier noyau, on va dire, qui est revenu. Et ensuite, après 2 mois et demi, vraiment, ça a bien repris. De 60 employés que comptait Rechef avant le 7 octobre, on est aujourd'hui à près de 180 x 3, 180 employés. Et puis une explosion à la bourse aussi impressionnante. Explosion à la bourse qui a dépassé des records et encore des projets, même qu'on n'arrive pas, tellement de demandes qu'on n'arrive pas à donner de réponse à tous les acteurs. C'est devenu, on va dire, un leitmotiv, le fait qu'Israël ait son indépendance au niveau des armements, au niveau militaire. Oui, il y a toujours une volonté, mais ça n'a pas été concrétisé par assez d'actions au niveau de ceux qui prennent les décisions, qui sont à la tête. Et là, je pense que là, on voit aussi chez nous, on doit faire un effort pour déterminer quels sont les modules qui sont critiques, qui sont vitaux, quelles sont les technologies qui sont sensibles. Et on voit que le gouvernement, le ministère de la Défense fait un effort pour produire on dit Kahol Lavan, c'est-à-dire bleu et blanc, pour produire ces modules ou ces technologies ici en Israël. Donc je suis confiant que dans un futur proche, moyen, d'ici quelques années, toutes les technologies qui sont vitales à la défense, elles seront sous notre tutelle, elles seront ici en Israël, Bezrat Hashem. Pourquoi vous avez eu envie de témoigner? Pourquoi vous avez accepté? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel message vous avez envie de faire passer aux futurs Olim de France ou aux jeunes qui sont déjà arrivés? Ce que je voulais partager, Cathy, c'est le fait qu'on puisse venir jeune, fougueux, moi j'ai quitté Louis le Grand, j'ai renoncé à la prépa et aux grandes écoles, tout ça, pour venir ici, être avec mon peuple et devenir, par la providence et par la Gashgacha d'Akadosh Baruch Hu, devenir vraiment acteur de l'histoire. Vraiment, et c'était pas programmé. Chaque fois, j'ai compris qu'il y avait chaque fois des carrefours. Au Kadosh Baruch Hu, il m'a mis sur la route et j'ai pris des décisions qui étaient toujours des décisions pour le Klal Israël, pour la défense, de manière intègre, de manière tmima, pour faire des bonnes choses. Vraiment venir et faire des bonnes choses. Et après de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans des processus si intéressants, si critiques pour Israël, avec des postes à responsabilité. Et je voulais partager, je veux dire qu'on peut arriver ici et devenir vraiment acteur, d'avoir une responsabilité, d'avoir son poste et son rôle dans cette histoire qu'on est en train de construire. Et on sent que cette histoire, elle naît, quoi. Elle se construit, elle est pleine d'énergie. Les énergies, des fois ça tire en bas, ça tire en haut, mais on avance. On a vraiment l'impression que ça avance et Baruch Hashem, qu'on est dans la bonne direction. Qu'est-ce qui a été un atout pour vous dans votre intégration? Qu'est-ce qui vous a aidé à réussir? Il y a eu plusieurs choses. C'est un ensemble. On va dire, pendant mes études, j'ai eu comme une famille avec les étudiants qui étaient au Technion, avec le CNEF, on faisait des activités, les Shabbatot, avec la communauté extraordinaire du Rav Zini aussi. Donc ça, c'était pendant les études, ça m'a soutenu. Ensuite, à l'armée, la motivation que j'avais, tout le sionisme qu'il y avait, qui était concentré pendant des années, il est sorti, donc ça m'a donné beaucoup de force et d'énergie pour réussir et pour même surmonter des choses que les Israéliens à côté de moi, ils prenaient exemple sur moi. Il me demandait comment tu arrives à sortir toute cette énergie. Alors je lui expliquais que c'est l'inertie de l'histoire. Je me sens acteur, je me sens celui qui poursuit l'histoire de mes ancêtres ici. Et donc
On a eu beaucoup de discussions avec les soldats et ça à l'armée, donc ça m'a beaucoup aidé. Ces responsabilités, l'importance de ce que je faisais, ça m'a donné beaucoup de force. Pendant l'armée, j'ai rencontré Yael, ma femme, et bon, ça c'était un grand moment de ma vie où Baruch Hashem, on a construit une famille, on a fait notre nid familial et après on se ressource et on trouve notre énergie de la famille, de notre foyer, et on transmet les valeurs aux enfants. Chaque fois, ils me demandent Shabbat ou quand on est à table et tout, raconte-nous une histoire, des friandises, des petites anecdotes, des choses. J'ai beaucoup de beaux souvenirs, Baruch Hashem. Je me rappelle qu'au cours d'officier, j'étais premier de ma promotion à l'époque. Et les commandants ont appelé mes parents, demandé à mon père de venir, par surprise, de me surprendre. Il est venu pendant la cérémonie de la remise des grades. Et en fait, donc ils ont annoncé que j'étais premier de ma promotion et mon père est arrivé, il me fait la surprise. Il est venu, il m'a donné d'un côté, le grade était donné par mon père et de l'autre côté le général qui était responsable de toute la logistique de Tzahal, de l'autre côté, donc c'était très émouvant. Inoubliable. Inoubliable. Ouais, il y a eu d'autres moments aussi. Et un jour on m'a demandé de venir accueillir des Olim, un avion d'Olim, donc je suis venu avec mon uniforme en tant qu'officier, avec d'autres représentants de la communauté, et on a accueilli un avion de Olim Khadashim. Donc c'est aussi une boucle qui se ferme et qui recommence. Et en tant que soldat, tous les jeunes sont venus vers moi, ils m'ont demandé, ils me posaient des questions, et j'ai donné mon téléphone, tout ça, parce que je continue jusqu'à aujourd'hui à aider, à essayer de guider, d'orienter des jeunes, que ce soit dans des domaines technologiques pointus où les gens ont besoin d'orientation ou de conseils. Donc voilà, je pourrais donner mes coordonnées pour faire suivre et mais bien pour sûr, aider. Nous écrirons, on leur donnera, pas de voilà, problème. deux points comme ça qui ont scintillé, comme ça voilà, dont je me rappelle. Est-ce que vous avez envie de dire aux familles voilà, qui sont en France, qui savent que la situation n'est pas formidable, n'est pas brillante, mais pour qui c'est encore difficile de s'imaginer vivre ici? Ce que j'ai envie de leur dire, Cathy, c'est de mettre le côté raisonnable, le côté rationnel de côté et de prendre des décisions avec leurs émotions, leur amour d'Israël, avec une force intérieure qui est dans chacun d'entre nous. Je suis sûr que si ils font cette introspection, ils vont sentir cette force qu'ils ne comprennent pas forcément et qui les attire vers Israël. Il faut écouter ce pressentiment, il faut écouter même si ce n'est pas rationnel. Après, Akadosh Baruch Hu va faire les choses et ils ont fait le premier pas et ici tout va marcher, ils vont réussir. Aujourd'hui, on a des outils comme les vidéoconférences et toutes les technologies qui permettent d'arriver au stade où on peut même trouver un emploi depuis la France. Moi, aujourd'hui, je reçois des profils de gens qui habitent en France. On est en contact avec des gens très haut placés dans des compagnies israéliennes. Et ils ont besoin de venir juste faire l'interview pour signer. Donc premièrement, s'ils sont vraiment cartésiens, ils peuvent pas mettre la raison de leur rationalité de côté. Donc ils ont des outils pour essayer d'arriver au maximum d'acquisition avant de prendre la décision. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un côté d'Emouna qui n'est pas rationnel. Il faut vivre pour comprendre. En fait, on croit en nous, on veut nous donner la place pour s'exprimer, pour mettre nos atouts au service d'Israël. Et chacun trouve sa place. Je peux regarder sur les 15 dernières années, les 20 dernières années, tous les Olim qui ont fait des parcours parallèles. Et ils ont tous réussi à trouver leur place, à développer leurs atouts, leurs compétences. Et ils sont très épanouis, très contents. Donc c'est en fait, je veux leur dire qu'on a assez d'expérience, en rétrospective, pour dire que si on met la rationalité de côté et qu'on prend la décision, on a de grandes chances de réussir et de devenir acteur de l'histoire et Baruch Hashem et de s'épanouir.